Bien, bonjour à tous, ou rebonjour à ceux que j'ai pas vus. Donc Anthony Lecrène, F4GOH, peut-être que vous me connaissez par rapport aux différents articles que je publie dans les revues, on va dire, nationales et internationales. C'est un passe-temps, en fait. Je suis plus derrière mon fer à souder et de l'oscilloscope et le traitement de texte pour écrire tout ça, plutôt qu'à faire des QSO. Donc là, vous voyez des articles qui ont été publiés dans le QEX et Radio Aficionados espagnol. C'est vrai qu'à la conférence QRP au mois de mai, j'avais parlé de la carte mèche statistique. Avec l'autorisation du REF, j'ai pu publier ces articles en accès libre. Donc je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit ce matin, qui a été bien détaillé par rapport au LoRa. Vous trouverez les deux articles qui ont été publiés donc, au mois de juillet et septembre sur le site de F4KMN, qui est le radio club du lycée Touchard, puisque je manage le club radio dans un lycée, ce qui est assez rare. Il n'y en a pas beaucoup. Je sais qu'il y en a ici à Rennes, à l'école d'ingénieurs. Et dans les lycées, ça se fait beaucoup plus rare. Les collèges, encore moins. Même si les collèges, ça commence à se développer. Et donc au lycée, j'ai une plateforme qui s'appelle l'ENT, l'espace numérique de travail, dans lequel je publie, je mets les documents qui sont assez accessibles pour les lycéens et les étudiants. Et dans la rubrique projet mèche statistique, vous trouvez en PDF les deux articles. Le premier article qui est un article pour débutants de configuration, on va dire, élémentaire. Et le deuxième article concerne la carte électronique qui est juste à côté, celle que j'ai dans la main, et qui permet justement d'éviter d'utiliser des modules tout près, type TTGO ou TBIM, on va dire du commerce à 30, entre 30 et on va dire 50 €, mais plutôt de se lancer dans la fabrication d'un module, on va dire à part, à base d'un ESP32. Alors le ESP32, qu'on trouve ici, et ici d'un module LoRa, mais cette fois-ci QRO, pouvant développer à peu près 1 watt. Le GPS est intégré, le capteur d'humidité, température, pression. On a le BMS, le module qui permet de gérer une batterie externe, et puis l'afficheur OLED, on va dire classique. Alors l'avantage de cette carte, c'est qu'on a directement les pin-out pour brancher les périphériques externes, puisque sur le TTGO, on est obligé de faire des bidouilles, de relier, on va dire, les capteurs ou les périphériques comme on peut. Alors, deuxième projet, le Wattmet HF-QRP. Alors c'est assez étonnant, la naissance de ce projet. C'est suite à la conf QRP. J'étais avec Gérard F5BG, on était, et puis avec Thierry, puis Quentin. Puis en revenant sur le trajet Rennes-Le Mans, on s'est dit, pour le QRP, alors on s'imaginait dans les bois ou quelque part, en train de faire du trafic, alors qu'est-ce qu'il nous faudrait comme matériel? Et on disait, oui, mais l'antenne, si on a un module, pas forcément avec AX3 et avec l'afficheur SWR et puissance directement, on va dire un montage perso, par exemple, tout simplement un montage qui fait du WSPR, où on n'a pas forcément ces valeurs, ces informations. On est parti, ça serait pratique, un petit SWR mettre. Alors on est parti le soir même, quand je suis arrivé, vraiment le soir de la conf, j'ai fait un petit tour sur Internet. J'ai vu un projet développé par un Anglais, et puis je me suis dit, pas mal. Par contre, c'était assez flou au niveau du logiciel. Donc on a décidé avec Gérard de refaire, la façade avant, la présentation sous forme de bar graphe. On trouve ça beaucoup plus pratique que des informations chiffrées.
Et puis en même temps, le wattmètre, il est directement facilement assemblé dans un boîtier, un profilé alu standard. Donc le circuit imprimé, je l'ai refait et il se glisse dans ce profilé. Avec la batterie, on va dire, intégrée et toujours un peu le même module qu'on voit ici, le BMS. Ce montage a été publié dans la REF, le RADCOM anglais, Radio Aficionados espagnol et dans le CQ QSO. Ça a déjà été publié, donc pour le louper, plus mon GitHub F4GOH sur github.com, je pense que c'est pas possible de le louper. Et évidemment, les fichiers Gerber sont disponibles si vous voulez faire le circuit imprimé, il n'y a aucun souci. On peut faire un petit peu de schéma techno, histoire de. On va regarder un petit peu la structure interne du montage. Alors, on commence par le tandem match qui est monté sur un tore binoculaire. Ensuite, on retrouve les deux résistances de 50 ohms, 200 ohms en parallèle. Les deux diodes pour le redressement, filtrage. Deux diviseurs de tension pour le direct et le réfléchi qui rentrent sur un ATmega 328P, c'est le composant d'un Arduino Uno. Une fois que c'est fait, on remarque qu'il n'y a aucune référence de tension puisqu'on utilise la tension de référence interne au composant qui est de 1,1 volt. Allez, un composant en moins. On remarque également que autour du microcontrôleur, il n'y a pas de quartz. Effectivement, sur un Arduino Uno classique, on a un oscillateur de 16 mégas. Et bien là, c'est terminé. On utilise directement l'oscillateur interne RC de 8 mégas. Donc, hop, un composant en moins. L'afficheur OLED. Et puis, par contre, le retour de flamme de ce montage, c'est que j'ai sorti un connecteur spécifique pour reprogrammer le composant. Ouais, parce qu'on a besoin d'un bootloader spécifique et du fichier qui est propre au wattmètre. Et donc pour ça, il faut un Arduino Uno qui va programmer cette plaque. Alors sur mon GitHub, c'est bien expliqué comment on fait. C'est une programmation, on va dire, tout à fait standard, à moins d'utiliser un programmateur universel. On prend le composant, on le met sur un programmateur universel, on charge le fichier exe, et puis voilà, ça y est, c'est terminé. Alors, les améliorations que j'ai faites par rapport au projet anglais, il n'y a pas besoin de recompiler. Il y a énormément de projets sur le net, projets radio-amateurs, notamment avec la SDR, où il y a de plus en plus de soft. On voit des projets en ligne où il y a du software, où les gens doivent faire de la recompilation. Donc il y a la partie matérielle. Mais moi, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est avant de vous lancer dans un tel projet, c'est est-ce que je suis capable d'installer l'environnement de développement et de recompiler les projets? Si oui, à ce moment-là, j'achète le matériel ou les modules nécessaires permettant de fabriquer le système. Mais si vous avez des difficultés par rapport des fois, il y a des environnements de compilation qui sont très lourds à installer et pénibles à configurer, ça peut devenir très, très, très compliqué. La plupart du temps, en ce qui concerne justement tous ces projets-là, on a quand même une grosse tendance Linux qui est quand même plus automatisé s'il est bien fait. En tous les cas, là, vous n'aurez aucun problème par rapport au site, on va dire, anglais. Je fournis directement les fichiers exa tout prêts à programmer. Donc ça, c'était le premier projet, le wattmètre URP. Et à un moment donné, je suis tombé sur un autre projet très intéressant à base de Raspberry Pi Pico, qui est le Pi Pico RX, un récepteur HF. Et quand je regarde un petit peu le projet du gars, en fait, on se retrouve avec ce circuit imprimé là, le Raspberry Pi Pico. On a quand même des CMS avec un petit composant là qui a l'air d'être un peu pénible à souder.
Des appros de composants au format pas forcément 12.06, c'est-à-dire les CMS les plus gros, c'est ce que j'utilise la plupart du temps, mais des formats inférieurs, 600 et quelques ou 400. Donc je me suis dit, bah non, je ne veux pas faire ce circuit imprimé là. Et pourtant, il y a le fichier de fabrication tout prêt. Je ne le sens pas trop. Mais pourtant, le projet a l'air d'être sympa. D'ailleurs, voici son schéma. Donc il s'agit vraiment d'un récepteur HF standalone. Habituellement, dans ces récepteurs-là, on a un oscillateur, va dire, en quadrature, puisqu'on a le QSD sampling quadrating sampling detector, qui est ici, qui est classique, hein, qu'on retrouve dans les montages SDR, on va dire, standards, hein, des interrupteurs et puis l'ampli-op qu'il y a derrière. Mais le gros intérêt, c'est ces deux fils-là, les deux fils qui sont là, c'est-à-dire que le Raspberry Pi Pico va pouvoir générer les deux signaux carrés en quadrature. Donc on n'a pas besoin du fameux SI 51, 53, enfin c'est l'oscillateur qui permet de gérer ça via la ligne I2C. Tout est intégré dans le Raspberry Pi Pico. Ensuite, au niveau du retour, au niveau des ampli-op, on a les sorties I et Q qui rentrent dans les convertisseurs analogiques numériques. Notre Raspberry Pi fait tout le traitement DSP et on sort, voilà, via la prise jack ici, c'est l'ABF. On met un casque, un simple casque, voilà, l'antenne de l'autre côté. L'encodeur rotatif et l'afficheur nous permet de sélectionner la fréquence d'écoute ainsi que les modes FM, AM, USB ou LSB. Et ça y est, c'est parti. Terminé. Coût de revient inférieur à 10 €. J'ai jamais vu de projet avec un coût aussi bas. Puisque des Raspberry Pi, la dernière fois que je l'ai acheté, celui-là, j'étais à 3 €, quoi. Enfin, voilà. Puis la CMS et les petits composants, on s'aperçoit que c'est pour un ampli-op et puis un commutateur analogique qui va ruiner le portefeuille. Donc projet très intéressant. J'ai testé, heureusement, la personne fournit les fichiers compilés tout prêts, donc impeccable. Et puis pour programmer un Raspberry Pi Pico, c'est très simple. On appuie sur un bouton. Il est reconnu en tant que clé USB, comme si on mettait une clé USB avec des données dedans. Voilà, on a un répertoire qui s'ouvre, on glisse un fichier UF2 dans ce dossier, puis hop, ça y est, c'est terminé, le Raspberry Pi est programmé. Donc vraiment, au niveau programmation, il n'y a vraiment rien à faire. Rien à faire. Alors, l'objectif, je me suis dit, ah chouette, pour mes étudiants, j'ai un truc à faire. Et je vais en faire un petit peu de câblage. Donc j'ai décidé d'abord de faire une préversion, c'est-à-dire de faire le module QSD à part et de me débrouiller pour l'enficher sur une breadboard. Comme ça, on n'a plus qu'à mettre les fils, voilà, avec l'afficheur, l'encodeur rotatif. Ça permet de faire une lecture de schéma et de regarder ce que ça donne. Donc ça, c'est un premier circuit que j'ai fait et qui est disponible évidemment sur le GitHub, que vous pouvez reproduire très très facilement. Là, j'en ai fait 10 comme ça et ça me fait un petit TP. Voilà, un petit TP manip. Et puis, je peux mettre l'oscilloscope, aller voir les signaux carrés, je peux regarder les signaux qu'il y a en entrée. Au niveau de l'antenne, je peux simuler une porteuse, voilà, puis de regarder un petit peu comment ça se passe au niveau de l'oscilloscope. Enfin bref, à travers ça, je sens que je vais avoir tout un tas de petites manips que je pourrais faire, et tout ça pour un prix, on va dire, dérisoire. Donc ça, c'était la première version. Et puis après, suite à Amexpo, fin septembre, je discutais avec F5BCB, Nantes, et puis on dit, ah ouais, tiens, pourquoi tu les réunis pas? Ça serait peut-être plus pratique pour nous de refaire le truc tout près. Je dis, bah oui, mais ça ok, bah, on y va, on fait le circuit imprimé. Donc vous pouvez remarquer qu'ici, il y a exactement la même chose, le Raspberry Pi et puis l'afficheur avec le chargeur de batterie qui est juste en dessous, l'encodeur rotatif et puis la jack de sortie.
Vous aurez l'article au mois de décembre prochain, dans le REF. Radio Aficionados et le CQSO, ça, ils vont faire en même temps. Donc première version. Deuxième version plutôt. Donc ça marche, la plaque est là, je l'avais montré tout à l'heure en démo. Alors j'ai fait, je ne suis pas un grand fan de faune, hein, j'ai laissé ça toute la nuit tourner en branchant l'entrée, la sortie jack sur l'entrée micro d'un PC et puis de lancer le décodeur FT8. Et puis, ouais, c'est standard, hein, c'est normal, voilà, ça marche, on décode bien. Et puis j'ai laissé sur 17 mètres toute la nuit, ça, on reçoit très bien. Ça marche plutôt, c'est sympa, avec ce petit récepteur-là. Donc impeccable, vraiment j'en suis très très content. D'ailleurs, il y a Jean-Luc qui va le tester. Je en ai monté un pour qu'il teste sur une FI, une fréquence intermédiaire pour QO100 sur l'un de ses récepteurs à son QRA. Alors, on passe maintenant sur la suite, un autre projet, et on revient par rapport à ce qu'on a dit ce matin, sur le WSPR. Alors le WSPR, ça fait quand même un certain temps que je travaille dessus, notamment avec l'AD 9850. Pour la petite histoire, si je fais un reboot, on a équipé Guirec Soudé, qui est un navigateur, explorateur, quand il a fait la double traversée de l'Atlantique à la rame, avant de faire le Vendée Globe. Donc on a mis un émetteur WSPR sur son navire, et voilà, il nous envoyait la position tous les quarts d'heure. Malheureusement, il s'est retourné suite à une tempête, enfin un gros coup de vent. Ce qui fait que le compartiment batterie a été inondé. Donc évidemment, toute l'électronique était HS. Mais on a pu tester la faisabilité de ce système. Alors j'ai fait du WSPR. Oui, j'ai fait du WSPR. Mais pas comme les autres. J'ai changé un petit peu, j'ai essayé d'améliorer le truc. Un WSPR, on envoie un locateur. Par exemple, le mien, c'est JN07. Voilà, JN07. Ouais, mais JN07, c'est un gros carré, comme vous le savez. Et pour localiser un bateau en plein milieu de l'Atlantique, c'est bien insuffisant. Mais quand on regarde un petit peu plus, un locateur un petit peu plus complet, pour le mien, c'est JN07 DV33. Donc je me suis dit, à ce moment-là, je vais émettre la première partie JN07, et puis après, je vais émettre DV33. Ensuite, je me connecte sur la base de données WSPR.net. Je connais les émissions des deux dates des deux trames. Je les récupère et j'ai un locateur beaucoup plus précis. Le locateur, je le transforme en coordonnées longitude-latitude et je poste ça sur aprs.fi. Ce qui fait que sur ma carte, quand j'ai fait les premières expériences et Guirec était en plein milieu de l'Atlantique, j'avais un gros trait sur aprs.fi entre les Canaries et puis Le Mans. Mais bon, le trait était quelque part viable, puisque je recevais aussi les trames dans mon jardin avec une antenne classique. Donc ça, c'est, on va dire, un moyen détourné de rendre le balisage via le WSPR de manière plus précise. C'est d'envoyer en fait les deux locateurs de manière séparée. Alors c'est de la bricole, mais ça fonctionne. Alors évidemment, logiciellement, il faut jongler un petit peu, quoi. Ça va se faire en étapes. Mais le code, et bien évidemment, est sur GitHub. Alors, je continue un petit peu mes développements WSPR, et là, je suis tombé sur cette carte. C'est impressionnant. C'est quoi ça? C'est un Raspberry Pi Pico. Raspberry Pi Pico. Alors, c'est la version pas chère, hein, à 2,50 €. Il y a une broche qui génère la HF, et j'ai mis juste un filtre. Voilà.
Et puis là, je ne sais plus sur combien j'étais, je devais être sur 7 mégas, un truc comme ça. J'ai pas d'ampli, il n'y a rien. C'est directement la puissance de sortie du Pico, quoi. Et puis après, là, j'ai mon antenne extérieure. Hein. Ouais. Et j'ai quand même pas mal de câbles. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas faire gaffe au bouton pouce, au potentiomètre, il ne sert à rien celui-là. Il était là. Alors ça, c'est pas moi qui ai créé le soft, c'est ce gars-là. Alors, le problème, c'est que c'est super, c'est génial, mais il faut tout recompiler. Vous voulez changer votre indicatif, il faut recompiler, le locateur, il faut tout recompiler, etc. Donc c'est un projet qui est très intéressant pour les développeurs, mais qui n'est pas exploitable très facilement pour tout le monde. Donc c'est bien quand on a un fichier de programmation tout prêt, avec un menu de configuration, des choses un petit peu aisées qui permettent de faire la mise en œuvre, on va dire, rapide, avec une documentation complète. Dans ce projet, il n'y a aucune doc, il n'y a rien. Donc pour connaître la broche HF, il a fallu que je lise, c'était quelque part dans un fichier H, dans je sais pas où, voilà, il a fallu que je cherche, il n'y a que dalle. Mais par contre, très intéressant. Je pense, dans les mois qui viennent, reprendre un petit peu ce code source et essayer de l'améliorer pour le rendre, on va dire, utilisable facilement, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a énormément de projets super, mais par contre, il n'y a pas de doc, ou c'est pas forcément facile. Mais sachez qu'avec le Pico, voilà, on peut générer ce qu'on veut. Quand on regarde un petit peu le code source, il est balèze. Hein. Il y a un peu de C, il y a aussi de l'assembleur. Voilà, pour essayer de... pour les calculs. Parce que le Raspberry Pi Pico, on ne peut pas prendre... parce que quand on l'utilise en programmation, le Raspberry Pi Pico, vous avez deux voies. La première voie, c'est quand on utilise un microcontrôleur, et ça, il y en a plein qui le savent, c'est utiliser ce qu'on appelle l'Arduino IDE, c'est-à-dire c'est l'environnement Arduino auquel on rajoute, on va dire, un microcontrôleur comme le SP32 ou comme d'autres, le Teensy, puisque j'en ai entendu parler tout à l'heure. Voilà. Et là, on a affaire au framework Arduino, c'est-à-dire des fonctions du type digital read, digital write. Peut-être que vous les avez déjà vues, utilisées. Et là, en général, c'est un environnement, on va dire, un petit peu fermé. Tandis que dans ce projet-là, on est obligé d'utiliser l'environnement de développement officiel du Raspberry Pi Pico. Et donc, on ne retrouve plus, je dirais, ces fonctions, on va dire, dites faciles. C'est vraiment une programmation, on va dire, un peu plus costaud. Voilà, donc... c'est vrai, quand on veut utiliser un microcontrôleur, attention à l'environnement de développement. Ça peut être très, très déstabilisant. Des fois, ça m'arrive de voir des projets très passionnants. Et puis, quand je vois l'environnement de développement, je dis, oh non, ça je vais mettre combien de temps à mettre en œuvre ça c'est pas possible. Au niveau timing, il y a des fois, il faut se dire, bah non, je préfère faire autre chose, plus, on va dire, plus rapide, sans que ce soit trop énergivore au niveau temps. Voilà, donc, et puis pour finir, sachez que je suis un fan de rétrocomputing et que vous pouvez aussi trouver des vieux ordinateurs. Dommage que Denis Bonomo soit pas là. C'est un peu grâce à lui que, à l'époque, je me suis mis, on va dire, dans l'électronique, à travers la fameuse revue théorique de l'Auric 1. Et donc je m'étais amusé à refaire un Auric 1, on va dire complet, il y a maintenant de ça 2 ans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là-bas. Donc Théo F4 LKL.
Merci pour la présentation, c'est très intéressant. Mais j'ai une petite question sur... aujourd'hui, il y a un essor du FPGA, enfin des FPGA qu'on met partout pour faire plein de trucs, par exemple de l'émulation d'anciens ordinateurs ou d'anciennes consoles. Est-ce que c'est pour une question de simplicité et ça marche en utilisant des Raspberry Pico? Ou est-ce que vous avez aussi regardé en utilisant des FPGA, par exemple, de faire ce genre de choses avec uniquement un FPGA et potentiellement un filtre Alors, les FPGA, moi, je vais me placer en termes de bricoleur, c'est-à-dire de se dire, ben voilà, j'ai un projet que je trouve sur le net, est-ce que je vais être capable de le mettre en œuvre? Donc, en ce qui concerne l'achat du FPGA, il y a deux voies. Soit j'achète le composant tout prêt, il faut que je le soude sur un circuit imprimé que je fais sous-traiter, auquel cas je vais être confronté à la soudure autour du FPGA, et ça va être très très chaud, on va dire, d'un point de vue fabrication. Si je trouve une carte toute prête, qui est déjà soudée, avec les connecteurs tout autour, ok, pourquoi pas, mais il ne faut pas que je réinstalle tout l'environnement de dev, FPGA, tout ça pour programmer pour avoir le fichier, si je prends Quartus, c'est un fichier POF. Voilà, donc après, il faut que je prenne le fichier POF, il faut que j'achète le programmateur, il faut que je mette le driver en place et que je le connecte, et puis voilà, je le programme. Donc en fait, le FPGA, très bien, mais il faut que ce soit un FPGA facile à programmer. Et ce qui peut faire un peu peur, c'est tout l'environnement de développement. Je les utilise, les FPGA, c'est les anciens modèles qui fonctionnaient sous 5 volts, justement sur l'Oriquin pour compresser un peu toute la logique. Mais j'avoue que j'ai jamais essayé de tels composants par rapport à la SDR. Je sais que oui, il y en a beaucoup qui le font. C'est au niveau du temps d'investissement et on va dire au bout de combien de temps le projet va tourner. En fait, avec l'habitude, quand je vois un projet sur Internet, je dis bon, ça, je vais mettre 3 heures. Voilà. Pour le Raspberry Pi Pico, je savais exactement combien de temps j'allais mettre. Le circuit imprimé, en une demi-heure, il était plié, voilà, et puis le soudage, c'était fait, quoi. Donc ça m'a pris, voilà, grand max 2 heures à partir du moment où j'ai décidé de commencer de le faire et qu'il a été terminé, quoi. Il faut que ça avance. Si pour l'environnement FPGA, il faut mettre voilà, plusieurs jours, plus la formation, etc., il y a un moment donné, non, à moins que ce soit mon métier. Mais ce n'est pas le cas. Alors moi, j'aurais une question sur ton récepteur. Il me semble que j'ai vu qu'il attaquait directement le mélange et après, ça rentrait dans le processeur. Il est en capacité de recevoir de l'AHF. Ouais. Comment ça se passe au niveau du spectre hyperchargé, le calcul des SP, il arrive à s'en sortir ou pas? Ouais. Parce qu'il faut attendre le mois de janvier. Il y a le filtre en entrée, autocommuté. Il est là. Mais il n'est pas encore publié. C'est la suite. Donc il y a le Raspberry Pi qui va commander, on va dire, des interrupteurs analogiques, et 2 interrupteurs analogiques, et puis il va y avoir au milieu des filtres en Pi du 5e ordre classique. Voilà. À base de composants CMS, Kappa et bobines CMS standard. Et puis il y a aussi un petit préampli, éventuellement qu'on peut court-circuiter ou pas. Et là, actuellement, sans le filtre, tu as une sensibilité de combien en HF? Tu es capable de descendre sur des niveaux faibles ou... J'ai pas trop fait gaffe. J'ai pas trop fait gaffe, mais ouais, ça marche plutôt. C'est bien, c'est bien. Ouais. Faudra regarder les. J'ai pas trop fait gaffe par rapport, par exemple, au WSPR avec les signaux. Enfin, WSPR ou FT8. Mais oui, on détecte quand même des signaux assez faibles. Ben, 10 €, hein. C'est pas un SIC 7003, hein. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans la même gamme de prix, quoi. Enfin,
c'est moins cher qu'une clé RTL SDR 8 bits, quoi. Oui, donc Alain, F6DYK, juste un complément à ce que tu as dit, tu parles beaucoup du Pico. Le Pico, c'est un truc génial, on est d'accord. Tu n'as pas signalé qu'il était aussi programmable de manière très facile en MicroPython, ce qui nous donne un langage évolué permettant de manipuler des gros concepts avec beaucoup de facilité. Et pour les fonctions qui doivent être rapides, il y a dans MicroPython un certain nombre de fonctions qui sont quasiment de l'assembleur, même si c'est du langage Python, donc qui sont extrêmement efficaces. Et si vraiment on veut être extrêmement efficace, on a une fonction de MicroPython qui permet d'écrire dedans de l'assembleur, du vrai, avec toutes ses caractéristiques. On peut ainsi, avec ce composant à quelques euros, développer des projets très compliqués avec beaucoup de facilité. Voilà, c'est juste un complément que je voulais faire à ce que tu as dit. D'accord, oui, le MicroPython, j'utilise avec les étudiants, enfin plutôt les lycéens, 2 secondes, mais c'est sur d'autres cartes. Mais oui, effectivement, et on peut le faire sur ces machines-là. J'ajoute juste que l'environnement de développement est libre, gratuit et assez évident à mettre en œuvre. Oui, c'est Tony. Tony en est un, mais c'est pas le seul. Voilà. Mais ils sont tous aussi faciles à mettre en œuvre les uns que les autres. J'utilise Tony, ouais. Donc j'encourage tout le monde à acheter une carte, d'investir 2,50 € plus sport, et de programmer ce qu'il voudra, juste pour le plaisir de découvrir le truc. C'est vraiment très très bluffant. Après le MicroPython, quand on a besoin de rapidité, oui, il faut passer à des choses. Il faut les plugins assembleurs. Ouais, mais autrement, si on fait que du Python, là, ça sera assez lent. Vincent, 4JQ double. Tous tes projets, là, du coup, entre autres pour les collèges, lycées et autres, ils sont accessibles sur ton GitHub et on peut les prendre et éventuellement, après contact et échange avec toi, du coup, essayer de reproduire un petit peu certains de tes TP avec d'autres élèves dans d'autres endroits? Alors, pour tout ce qui est de la couche, du côté KMN, oui, c'est accessible. Après, si vous voulez avoir accès à tous mes TP en ligne, oui, c'est possible. C'est gratuit, c'est Touchard Info Réseau, mais c'est un autre site. Mais il faudrait que c'est pas vraiment du domaine amateur. Mais, non, sans prétention, ce serait. Oui, c'est Touchard Info Réseau dans Google et on a pignon sur rue. Dans l'idée, ce serait par exemple arriver pour une matinée et puis animer une matinée avec des élèves, nous dans notre coin, quoi. Ouais, faut voir. Ouais. On en peut en discuter. Ah, il y a là-bas. Alors je m'appelle Vincent, F4 ENC. J'aurais voulu savoir si l'intelligence artificielle vous accompagne dans vos projets. Notre cher ami Gepetto. Alors, quoi dire? Il me fait bien marrer. Il me fait rigoler. Déjà, en tant qu'enseignant, j'en ai un petit peu ras-le-bol de vous voir dans les copies. En tant que développeur, vous rigolez. Des fois, je le mets. Mais la plupart du temps, quand je pose une question, je connais déjà la réponse. Ou quand j'ai besoin d'une réponse, de quelque chose bien particulier, je préfère piocher dans un bouquin quand c'est vraiment technique pur et dur. Ce que je peux remarquer, là où éventuellement je pourrais l'utiliser, c'est pour tout ce qui est HTML, CSS, JavaScript. Là, il est fort. Quand on lui dit génère-moi une page HTML permettant d'avoir ça, plutôt que de le taper soi-même, même si on sait le taper, ça permet de gagner un peu de temps. Mais c'est tout. Voilà. Alors, en ce qui concerne, c'est une anecdote, je me suis amusé aussi dans l'environnement Arduino IDE de lui poser quelques questions. Fais-moi ça. Alors, il me fait un include d'une bibliothèque qui n'existe pas, et il me donne des méthodes qui n'existent pas. Je dis, non, ça n'existe pas. Ah, excusez-moi, machin.
et après 3-4 questions, il reboot sur la première solution. Donc bon, au bout d'un moment, ça commence à bien faire. Donc Gepetto, bof, je suis pas un grand fan. Et quand malheureusement on en voit qui utilise Gepetto pour poser la question quelle est la surface d'un rectangle, bah, ça fait un peu pitié, quoi. Pas d'autres questions? Ok, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, mais c'est des histoires de génération, ça. On est plus enclin à ouvrir des bouquins qu'à taper les demandes sur Internet. Bon, la nouvelle génération, par contre, est très friande de ce genre de choses. Encore faut-il qu'ils n'ont pas le recul nécessaire pour savoir ce qui sort est bon ou pas bon. Et si c'est pas bon, ben, c'est compliqué d'avancer, en fait. Bon, on va pouvoir passer à la présentation suivante.